Peut-être juste en deux mots, en attendant que que le PowerPoint charge, est-ce que tu es d'accord de te présenter et en quoi quelle est ta fonction au sein d'Arma Suisse, au sein du DevTech, et pourquoi est-ce que surtout un ministère comme celui-ci pourrait s'intéresser à la création littéraire au prix de l'ailleurs? Alors, je pense que la présentation qui va suivre va répondre principalement à ces questions. En fait, moi, je m'appelle Quentin Ladetto et je suis responsable du programme de veille technologique au sein d'Arma Suisse, Sciences et Technologies, basé à Thun. Alors, effectivement, on s'occupe de technologie, comme vous pouvez le voir. Et je pense que le but, en fait, cet après-midi, j'ai 4 minutes normalement pour répondre à 2 questions. Je pense que tout le monde se pose. La première, c'est qui est Arma Suisse et pourquoi Arma Suisse ou ce programme sponsorise un tel événement. Alors, Arma Suisse, en bref, c'est le centre de compétences de technologie de l'armée suisse. On a des programmes de recherche dont je suis un, donc je suis responsable, et la veille technologique, et on est basé à Thun. Thun, qui ressemble sur certaines choses étrangement à Yverdon. Il y a aussi un château. Pourquoi c'est là, en fond d'écran? C'est pour vous dire que c'est déjà vous motiver à rendre visite. Et pour un Valaisan, on est des fois plus à même d'aller dans l'espace qu'en Suisse allemande. Donc pourquoi, en fait, Swiss Wars? Dans la veille technologique, on est poussé à explorer de nouvelles technologies, de nouveaux domaines. Donc nous le faisons de façon que l'on essaye innovante. Donc on a réalisé un document avec la maison d'ailleurs directement. Et ici, vous voyez par exemple que toutes les images datent en fait des années 50, des années 60. Donc l'idée, c'était de se dire pourquoi est-ce que les problématiques ou les technologies actuelles dont il y a des discussions, dont on craint en fait certains dépassements, débordements, sont déjà représentés dans les années 50 ou 60. Donc que peut-on en fait apprendre du passé? Et vous remarquerez, en tout cas au niveau graphique, la patte de Danilo de la Maison d'ailleurs, que je remercie chaleureusement. Ensuite, nous organisons également des événements où les gens peuvent participer. Donc, on traite énormément de domaines différents et nous avions fait une journée spécifique dédiée à la science-fiction. Qu'est-ce que nous avons essayé de faire durant cette journée? Donc, nous avons analysé différents films, donc, qui étaient 2001, l'Odyssée de l'espace, dont l'année passée, c'était les 50 ans de la réalisation du film, et également des films comme Blade Runner. Qu'est-ce qui est intéressant ici? C'est qu'un film se passe plus ou moins dans l'actualité d'aujourd'hui, mais a été conçu et pensé il y a 50 ans. L'autre film se passe dans 50 ans, mais en fait a été créé aujourd'hui. Et on est intéressé à voir quelles sont les technologies, quels sont les défis qui ont été représentés dans ces films et où nous en sommes à l'heure d'aujourd'hui. Donc toutes ces choses-là, vous le verrez à la fin, sont libres d'accès. Donc tout est à disposition et on a essayé de rendre la chose un petit peu sexy parce que si on vous donne un rapport de 500 pages sur un bureau, personne ne va le lire. Si on vous fait une petite application que vous pouvez zoomer à l'intérieur qui est basée un petit peu sur du jeu, vous allez avoir du plaisir. Ensuite, on essaye d'innover également dans nos workshops. Donc, on fait énormément de design thinking, de nouvelles façons de créer des workshops, de montrer aux gens. Chez nous, en fait, nos clients, ce sont les gens de l'armée, des militaires qui doivent réfléchir à la doctrine, à la sécurité, d'anticiper tous ces problèmes. Qu'est-ce que cela peut signifier? Et le rendu d'un de ces workshops, c'est par exemple de la science, de la bande dessinée, et vous reconnaîtrez en fait ici, peut-être à la grande surprise de certains, en fait le conférencier de la session suivante qui a réalisé toute cette bande dessinée, et la mise en page a été réalisée par son épouse, que je remercie également tous les deux fortement pour le professionnalisme et le succès que l'on espère. On ne s'arrête pas là. Le but, c'est également d'avoir des jeux où l'on peut jouer des scénarios dans le futur. Parce que c'est bien beau de vous dire, OK, vous aurez peut-être une navette spatiale, mais qu'est-ce que vous allez en faire avec cette navette spatiale? Est-ce que vous devez conduire vos troupes de manière différente? Est-ce que vous devez changer des processus? Est-ce que vous devez
qu'est-ce qui va devoir se passer au niveau ravitaillement, au niveau apprentissage, comment vous devrez former vos troupes. Donc tout cela a une importance énorme, notamment avec une armée de milices comme la Suisse. Donc on voit qu'on a énormément d'outils que l'on essaye d'évoluer à disposition. Et donc, si on se pose la question, pourquoi un prix littéraire? Parce qu'il faudra bien mettre tout ça dans un contexte, il faudra bien que on arrive à comprendre les craintes, les idées nouvelles qui peuvent arriver des citoyens, des Suisses, et on va essayer de mettre tout ça en forme pour avoir une sorte d'écosystème qui va nous permettre de réfléchir. Donc, tout d'abord, félicitations de notre part à tous les récits qui ont été écrits, en fait ceux qui ont gagné et ceux qui malheureusement n'ont pas gagné. Je tiens à mentionner que d'un côté purement, en tout cas de notre programme, ce qui est intéressant, ce sont les idées. Donc après, je ne sais pas, peut-être que certains ont des super idées, mais mal rédigées. Peut-être que ça a eu un impact de la part du jury. Je veux dire que tous les textes seront analysés, les idées seront traitées. Et on va essayer de voir s'il est possible de faire une interaction également avec les auteurs. Donc, tout ce que vous avez vu est disponible à cette adresse. C'est aussi pour ça que je vous l'ai montré. C'est libre d'accès. Et puis, vous avez vu qu'il manque certains composants. On est dans un festival numérique. Il manque des composantes numériques sous forme de jeu. Il manque certaines choses. Vous en faites pas, mais si vous venez l'année prochaine, peut-être que vous aurez des surprises. Donc voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Quentin. Super. Ce qui est intéressant, évidemment, merci infiniment. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est l'aspect réflexif, certes illustratif sans doute, mais aussi critique que la science-fiction peut apporter, ou que la création littéraire en général peut apporter à des domaines d'actualité comme celui justement de l'armée ou de la sécurité. Et en parlant justement, on a évoqué la question du travail du jury, et bien maintenant c'est le moment justement de les rencontrer, ce jury qui s'est un peu recomposé depuis l'année passée. Donc pour évoquer ce travail, je vais d'abord appeler sur scène les 5 membres du jury. D'abord Gaspard Turin, qui est maître assistant en littérature contemporaine à l'Université de Lausanne et féru lecteur de science-fiction, spécialiste de Volodine notamment. Jean-François Thomas, qui est anthologiste chez Edicelas, la maison d'édition qui publie le prix de l'Ailleurs, et qui est auteur lui aussi de science-fiction, bien évidemment. Sa dernière anthologie date de 2017 et s'intitulait Futur insolite. François Rouillet, qui est l'auteur d'un roman de science-fiction chez La Talente intitulé Métakine, en 2 volumes, une somme romanesque. Merci beaucoup François. Et Élodie Barras, qui est notre lauréate, la première lauréate du premier prix du prix de l'Ailleurs et qui a rejoint le jury cette année, qui travaille également dans le domaine de la culture. Voilà, je vous laisse vous asseoir et on va passer gentiment au moment de la cérémonie. Mais avant, j'aimerais juste appeler un membre. Ah non, il manque Nadine Richoun. Excuse-moi Nadine. Nadine Richoun qui est aussi... Non, Nadine Richoun qui est auteur également de... Oui, je me montez de l'autre côté, ou par là, c'est égal, voilà. Qui est auteur chez Bernard Campiche, éditeur, et qui est l'auteur notamment de son dernier roman, s'intitule « Laisse tomber les anges ». Voilà, il fait aussi partie du jury. Le jury est plus important que ce que je pensais. Delphine Haïm aussi, qui nous rejoint ici. Parfait. Donc le jury a presque atteint la parité, la parité homme-femme. Et enfin, notre éditeur, Alexandre Grandjean, qui est le cofondateur des éditions Edicelas et qui édite justement ce 2e volume et le premier volume également du prix de l'Ailleurs. Voilà. Notre jury est au complet sur scène. Peut-être alors juste 2 petits, je vais te garder avec nous Alex, 2 petits mots sur le livre qu'on voit ici, mais il est peut-être un petit peu loin. Jeff, peut-être aussi si tu veux nous rejoindre pour dire 2 mots du travail du jury en particulier, de l'intérêt des éditions Edicelas pour la science-fiction. Est-ce qu'il faut s'intéresser en Suisse romande à la science-fiction et pourquoi? Super. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous m'entendez? Non. Maintenant, ça va mieux? Vous m'entendez bien? Encore plus haut? Un tout petit peu plus? Non, bon, on va prendre ça. Ok. Alors, bonjour à tous, voilà, super. Alors, merci d'être ici. C'est vraiment un honneur. En tant que co-éditeur des éditions Edicelas, on est très heureux d'être le partenaire du prix de l'Ailleurs. Pour une très bonne raison, c'est que nous avons
l'unique collection en Suisse de science-fiction, une collection qui s'intitule Cavorit et Calabio. Je laisse à tous ces amateurs de science-fiction et de références particulières le soin de trouver ce qu'est la Cavorite et ce qu'est le Calabio. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est partenaire du Prix de l'Ailleurs depuis le début pour publier, à raison d'une fois par année, les textes sélectionnés par le jury et les lauréats. C'est un grand plaisir parce que nous avons un directeur de collection qui est Jean-François Thomas, qui est un excellent lecteur, un excellent expert de la littérature science-fictionnelle en Suisse et qui nous fait un travail formidable avec nous et qui, justement, a une double casquette, celui également de participer au jury. Ah. Normalement, il est sur... Ah, celui-ci, peut-être un petit peu... Ça joue? Charlie? Celui-là, ça joue? C'est bon. Ouais, c'est bon. Alors moi, la question que je voulais te poser, Jean-François, c'est en tant que membre du jury... Merci beaucoup, Alex, pour ces 2 mots. Alex sera aussi un lecteur tout à l'heure de certaines des nouvelles primées. En tant que membre du jury, comment s'est effectué le travail? Combien de textes est-ce que vous avez reçus? À quoi devront s'attendre peut-être les futurs participants au Prix de l'Ailleurs 2020? D'accord. On a reçu cette année un peu moins de textes que l'année passée. L'année passée, il y en avait exactement 111. Marc a dit qu'il y en avait une centaine. Cette année, il y en avait une quarantaine. Et évidemment, le sujet était un peu plus difficile que celui de l'année passée. Humanité numérique, on peut aller très loin. Tandis que Swiss Wars, c'est nettement plus spécifique. Le jury a travaillé en plusieurs étapes. Tout d'abord, on a divisé les textes en 3 paquets. Et il y avait 3 séries de textes. Et il y a 2 membres du jury qui les lisaient. Ensuite, il y a eu une première sélection où des textes ont été retenus par ceux qui les lisaient. Et tous les membres du jury ont lu tous les textes de cette sélection et ont attribué 10 points à celui qui trouvait le meilleur, 9 au suivant, etc., jusqu'à 1 point. Et pour finir, on s'est réunis et nous avons totalisé les points pour voir quels étaient les textes qui arrivaient en tête, ceux qui arrivaient en fin. Il y a eu des discussions et nous avons réussi à établir cette liste de textes. Superbe. Est-ce que la lutte a été âpre entre les différents textes? C'est toujours un peu la même chose. Les textes très bons, on les repère. Les textes très mauvais, on les repère aussi. La difficulté, c'est les textes qui sont au milieu, ou alors il faudrait un peu de retravail de la part de l'auteur. Il y a quelques textes où on a discuté, et c'est vrai que c'est toujours difficile. Je pense toujours que des textes qui ont été écartés pourraient être publiés avec un peu de retravail. Mais voilà, la place est limitée. Avis aux futurs auteurs, puisqu'il n'y a pas de limite de participation. Les auteurs qui n'auraient pas été retenus pour cette édition peuvent tout à fait reparticiper l'année prochaine. On découvrira le thème de l'année prochaine également à la fin de cette cérémonie. Merci beaucoup, Jean-François. Tu reviendras tout à l'heure pour la remise d'un prix. On va passer donc maintenant au moment tant attendu qui est la révélation du palmarès. Mais avant ça, est-ce qu'on peut avoir le film qu'on n'a pas eu l'occasion de voir tout à l'heure? Juste pour voir aussi. Ah, depuis là? Alors, cette fois-ci... Tout repose sur mes épaules. Pour lancer le film.
superbe premier film réalisé par les étudiants en cinéma de la section de cinéma de l'Université de Lausanne, explicitement pour le Numérique Game Festival. Maintenant, c'est le moment de la déclaration, de la révélation du palmarès. On va procéder de cette manière-là. On va commencer par, je crois qu'il y a 2 troisième prix ex aequo, 2e et 1er prix. On va annoncer d'abord le nom de la nouvelle qui remporte le prix. Ensuite, il y aura une lecture. La lecture sera effectuée par Gaspard Turin et par Alexandre Grandjean alternativement. Et puis ensuite, l'un des membres du jury nous fera le plaisir de venir un petit peu expliciter le choix de cette nouvelle comme récompense. Voilà. Alors, on peut passer peut-être sur le... Ouais, on peut passer peut-être sur le diaporama, qui d'ailleurs a été composé également par Gaspard Turin, qui est un homme orchestre cet après-midi plutôt. Donc, pour remettre le premier, 3e prix ex aequo, je vais appeler Jean-François Thomas, qui va venir... Hein? Non, Jean-François. Alors Jean-François, si tu es d'accord, je vais transmettre le micro de ce côté-ci. La scène est vaste, comme un tombeau. D'abord la révélation du titre, ensuite la lecture, et ensuite le titre. Ouais. Alors, remporter le premier, merci, le premier 3e prix ex aequo. Alors, le premier 3e prix ex aequo, c'est une nouvelle qui s'appelle Onde de choc. Superbe. Et dont on va vous donner une petite lecture tout de suite. Gaspard va vous donner une petite lecture. De qui? Onde de choc. De tout Wust. 1, 2. Ah, ça marche. Qui arrive sur scène. Voilà. Ah. Qui lit? Allô? 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 Ah, on m'entend. Tiens. Je m'appelle Mia. Entre autres attributions et compétences, j'exerce la profession d'opérateur de marché. En langage courant, teinté d'une pointe de mépris et d'une touche d'envie, ce métier se nomme aussi trader. Je suis entré en fonction il y a exactement 1 année et 3 mois. Dès le premier jour, ma mission a été clairement définie: analyser l'organisation interne du département d'achat-vente et prendre les mesures nécessaires pour optimiser tout ça. Je n'ai pas été accueilli par mes collègues et subordonnés la joie au cœur. J'ai senti leur indignation d'être sous les ordres d'une responsable fraîchement sortie d'un institut de recherche. J'avais 0 expérience de terrain, 0 légitimité à être leur chef. Mais le conseil d'administration m'a accordé les pleins pouvoirs afin que je trouve des solutions pour faire gagner à notre boîte un maximum de fric avec un minimum de moyens. La directrice générale de notre société fêtière, Mme Boutweiler, m'a donné carte blanche. Je me suis donc évertué à sabrer les postes, à augmenter les fonctionnalités des programmes d'aide à la décision, à agrandir notre parc de serveurs pour loger plus de logiciels et bien plus de données. Elle a une confiance aveugle en mes capacités, je dirais même qu'elle a une espèce de foi en moi. Je m'appelle Mamadou Bamba, je suis cacao-culteur, comme l'était mon père et son père avant lui et le père de son père depuis la nuit des temps. Je suis l'un des derniers à vivre de ce type de culture. Année après année, mes collègues ont quitté le métier et leur exploitation croulant sous les dettes. Mais nous, chercheurs, nous tenons bon et nous n'allons pas rentrer en brousse. Mon fils Adama reprendra la responsabilité du domaine quand il sera en âge de porter cette charge sur ses épaules, encore frêle aujourd'hui. Notre garçon aura 12 ans le mois prochain, c'est un vrai petit homme plein de vie qui a déjà bien compris le fonctionnement de la plantation. Son intelligence et sa volonté me réconfortent. Il sera un appui fiable dans peu de temps pour la marche des affaires. Là, je vois qu'il a fini de nourrir les poules qui se baladent autour de notre ferme. Il a maintenant le droit de jouer un moment dans la cour en terre battue avec son cousin sous le regard aiguisé de ma mousseau, Aya, qui m'aide dans tous les travaux. Elle a l'air en train de remettre quelques branches de raffia sur la toiture de la case principale. Je n'aime pas la voir faire ses acrobaties à plusieurs mètres du sol. Elle pourrait demander aux voisins un coup de main, mais madame n'en fait qu'à sa tête. C'est aussi pour ça que je suis fan d'elle depuis que nous avons fait connaissance sur les bancs des cours d'agronomie à l'université il y a une quinzaine d'années. Et donc maintenant, Jean-François, en 2 mots, l'opinion, l'avis du jury par rapport à ce texte. Pourquoi ce texte-là? Ah oui.
Mia est trader à Morges. Sa société achète et vend des produits alimentaires. Elle est entrée depuis peu dans l'entreprise. Nommée chef, elle suscite la jalousie de ses subordonnés. On lui a donné des pleins pouvoirs pour trouver des solutions pour faire gagner un maximum d'argent à sa société avec un minimum de moyens. Son entreprise est en concurrence avec une autre multinationale qui se trouve aussi en Suisse. Mia, très douée en informatique, installe des programmes, des logiciels espions, des caméras, des micros, un peu partout. Cette histoire raconte le destin de 3 personnages. Mia, bien entendu, mais aussi Mamadou, cacaoculteur en Côte d'Ivoire, et Adama, 12 ans, son fils. Hélas, la sécheresse sévit en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas de récolte de cacao cette année-là. Et c'est embêtant, parce que la Confédération va fêter son 1000e anniversaire et va commander des tonnes de chocolat. Mamadou a accepté d'être mis sous surveillance par la société de Mia, qui teste un nouveau programme de calcul des rendements. Il porte lui aussi une puce qui recueille ses données personnelles, ses paramètres biométriques. Or, voilà qu'à travers ce système de récolte de données, Mia, la trader de Morges, et Adama, l'enfant de la Côte d'Ivoire, entrent en contact. Dans ce récit, 2 types de sociétés s'opposent. D'une part, une société où l'hyperconnectivité et le profit règnent en maître. D'autre part, une société humaine, pauvre et dépendante. La guerre peut revêtir plusieurs formes. Onde de choc traite de la guerre commerciale, qui elle aussi est destructrice. Cette guerre commerciale se divise d'un côté en une guerre pour l'argent, de l'autre en une guerre pour la survie. Tout Wüst, son auteur, nous remet en mémoire que la prospérité des pays riches a des conséquences dramatiques sur les pays pauvres. Onde de choc se révèle finalement un récit d'une profonde humanité. Mia va prendre conscience des défaillances de notre système économique et social et prendre des mesures pour que cela change. Super, bravo encore. Bravo. Merci aussi pour cette fine analyse de la part de Jean-François. Et donc le premier, 3e prix ex aequo pour cette nouvelle intitulée Onde de choc. Bravo. Merci beaucoup. 2e, 3e prix ex aequo. Pour annoncer le 2e, 3e prix ex aequo, je vais demander, avant que la lecture ne soit effectuée par Alexandre Grandjean, lecture brève, à François Rouillet de révéler le titre, déjà, de cette nouvelle. Alors, le titre de la nouvelle, c'est « Des 20 bruits de la plaine ». Loin des 20 bruits de la plaine, par Thomas Jamet. Merci beaucoup. Et pendant que Thomas rejoint la table de jury, bravo encore, une petite lecture par Alexandre Grandjean. Alex, on te laisse nous faire sentir, nous imprégner de ce texte. Est-ce qu'on monte? Non? On arrive à monter un peu? Tandis que les sièges de l'OMC, de l'OMS et du CICR, ainsi que les nombreuses succursales de l'ONU, ont été évacuées par la police fédérale. La bien-pensance n'est plus de mise. La sécurité nationale prévaut. L'état-major a annoncé cet après-midi, au terme d'une réunion de crise, qu'il rejette l'ultimatum de Bruxelles. Le Conseil fédéral s'apprête sereinement à recevoir une déclaration de guerre d'ici la fin du mois. Nous ne céderons rien à la terreur. Nos vaillants soldats montent la garde, jour et nuit. Notre souveraineté n'est pas négociable. Nous ne tolérerons l'ingérence d'aucun juge étranger. Sauvegarde identitaire. Toujours selon le communiqué du jour de l'état-major, la Guilde des gardiens, reconnue comme une extension agréée des forces de défense, vient de se voir confier par le général Hotzfaller la gestion du problème des invisibles. Les rumeurs à propos des prétendues exactions commises par des officiers de la Guilde à l'encontre de résidents d'origine étrangère ont été jugées sans fondement par le procureur du tribunal militaire fédéral.
De sources sûres, les têtes pensantes du groupuscule terroriste sont sur le point d'être localisées en Romandie. Des témoignages concordants y ont permis leur identification. Trouble à l'ordre public. Les membres du groupe de Fribourg, un ramassis décadent d'écrivains sans talent, réunis autour du traître Durenfrisch, ont été retrouvés asphyxiés hier dans un garage de la Basse-Ville où ils s'étaient réunis pour rédiger un manifeste en faveur du dialogue interculturel. L'enquête du département fédéral de la justice a conclu à un suicide collectif. Notre bureau régional confirme que l'ébauche du pamphlet antipatriotique qu'ils étaient occupés à écrire a été détruit, dans le souci d'éviter la propagande des idées nauséabondes de ces crrrr. La jeune femme coupe la radio d'un mouvement brusque. Elle soupire longuement et se tourne vers son compagnon. Sa voix résonne dans le silence des poutres métalliques. Le pays tout entier semble être devenu fou. On a livré le pouvoir à des incendiaires et on se croit à l'abri du mal derrière une grande muraille. C'est comme si le cerveau des 3/4 de la population était en panne et que chacun attendait tranquillement et le juge et son bourreau, persuadés de son intime innocence. Merci pour cette belle lecture, Alexandre. Et alors, en 2 mots, François, pourquoi ce texte-là? Pourquoi Loin des 20 bruits de la plaine? Qu'est-ce qui vous a attiré Loin des 20 bruits de la plaine? Alors, tout d'abord, avant de répondre à cette sollicitation, je tiens à m'excuser auprès de l'auteur, parce que tout à l'heure, j'ai écorné le titre de la nouvelle. Le titre de la nouvelle est « Loin des 20 bruits de la plaine » et non pas « Des 20 bruits de la plaine » tout court. On m'avait glissé subrepticement un papier erroné sous mes yeux et je m'en excuse. Alors, « Loin des 20 bruits de la plaine » est une histoire politique, aux prises de position sans équivoque. Le récit n'est pas sans rappeler les belles heures de la science-fiction française d'après mai 68, une période féconde en utopie et en dystopie militante. Ici, avec l'auteur de Loin des 20 bruits de la plaine, nous sommes clairement dans le registre dystopique. La dystopie étant en quelque sorte l'envers de l'utopie. Alors que l'utopie fait rêver son lecteur à un monde idéal, la dystopie le plonge dans un univers de cauchemar où tout a mal tourné. Lorsqu'on visite une utopie littéraire, l'envie nous prend de désirer l'avènement de ce qu'elle promet. Du moins, est-ce l'espoir que les utopistes voudraient insuffler à leur public. À l'inverse, les dystopistes font craindre le pire pour susciter la volonté de repousser cette échéance. La dystopie devient le modèle à éviter, l'éventualité à écarter sans hésitation de nos perspectives d'avenir. Ainsi, Loin des 20 bruits de la plaine, imagine la réalisation de toutes les mauvaises idées qui éclosent et se propagent en Suisse dans certains discours populistes. Rejet des différences culturelles, phobie des ingérences étrangères, repli sur des valeurs conservatrices et patriarcales, asservissement des médias à la raison d'État. Dans la nouvelle, ce programme s'accomplit en pratique, à coups d'arrestations, de mesures répressives et de mise au pas musclées. L'armée, qui se prête sans état d'âme à la mise en œuvre de ce régime, ne tarde pas à être débordée par des positions encore plus intransigeantes. C'est la guerre civile et aussi le drame personnel que vivra le colonel Grossman, le héros de la nouvelle. Loin des 20 bruits de la plaine fait redouter les travers dans lesquels pourraient tomber nos gouvernants s'ils appliquaient à la lettre le catéchisme des tribuns les plus hargneux du pays. En d'autres termes, elle nous incite à continuer de croire en la générosité, la modération et la tolérance. Des valeurs historiquement suisses qui, elles, méritent d'être remises à l'ordre du jour et défendues. En ce sens, l'auteur, Thomas Jamet, fait d'œuvres patriotiques. Merci beaucoup, François. Ah, attends, non, tu peux remettre le prix. Il est là. On te l'avait déplacé. Alors voilà, j'ai le plaisir de vous remettre le prix, 3e prix. Merci à vous. Bravo encore, je pense qu'on peut l'applaudir. Bravo Thomas. Voilà, donc des textes assez politiques jusqu'à présent, peut-être également pour le
pour le suivant. Maintenant, pour le deuxième prix, donc je vais appeler cette fois-ci Nadine Richon. Nadine qui va nous révéler le titre de la nouvelle qui gagne le deuxième prix cette année. La nouvelle s'intitule Stratégie d'investissement. L'auteur est... Tu te rappelles le nom de l'auteur? Je dois dire le nom de la... Tu peux dire le nom de l'auteur. Ray. Nathalie Ray, Stratégie d'investissement. Bravo. Et Gaspard, est-ce que tu nous ferais l'honneur d'une petite lecture pour nous imprégner de ce texte? 1, 2. Est-ce que ça marche? Oui. Exactement. Le groupe 1 finit d'enfiler lunettes et casque. Le sergent Beck déclenche l'ouverture de la rampe de chargement et un premier pionnier d'intervention s'élance. Le soldat Nicolas observe quelques départs. Il fait partie du groupe 2, puis se concentre sur son propre matériel. Avec Paula, son binôme, il teste chaque sangle, vérifie chaque attache. Il collabore depuis longtemps maintenant. Nicolas, qui n'avait jamais appris l'italien à l'école, le parle maintenant de manière décente, suffisamment en tout cas pour faire des commentaires sur la météo et les jolies filles. Ils comptent aussi leurs munitions et contrôlent une dernière fois leurs armes. Maintenant que l'arrière de l'avion est ouvert, le bruit est assourdissant. On ne communique plus que par signes. La première lieutenant Rocha indique au groupe 2, celui que l'aura directement sous ses ordres, de se préparer pour la descente. Nicolas prend place dans la ligne de saut. À peine ressent-il un léger frisson d'excitation. C'est sa 6e intervention de ce type, la deuxième pour plein corps, partenaire officiel de la section 1 du DIT 11. Il caresse distraitement le nouveau patch sur sa manche. Il ne s'y habitue pas. Il éprouve une certaine gêne à porter le logo de la multinationale sur son uniforme. C'est peut-être simplement physique. Le patch est large et encore rigide. Il ne bouge pas correctement avec le reste du tissu. C'est ça qui doit le déranger. Il arrive devant la porte. La faible lueur rosée qui naît à l'horizon parvient à l'émouvoir. Le terrain est particulièrement plat et dégagé. C'est un spectacle inhabituel, cette lumière qui semble ramper hors du néant. Chez lui, en Valais, le soleil escalade d'abord l'autre versant de la montagne avant de déverser ses rayons dans la vallée. L'impression est très différente. Il s'élance dans le vide. Alors Nadine, pourquoi ce texte-là? Dans cette nouvelle, l'heure n'est plus aux lobbies, à la recherche helvétique du consensus. Dans une certaine hypocrisie, la Suisse a basculé dans le cynisme pur et ses conseillers fédéraux sont salariés par la grande industrie, sauf une, la conseillère fédérale CICR, qui rappelle, pour qui s'en souvient, Madame Ruth Dreyfus. L'armée obéit à des géants économiques, des sponsors qui dictent les missions à mener pour récupérer tel ou tel site stratégique des mains d'un supposé ennemi au service d'un pays, mais surtout d'une entreprise concurrente. Pourquoi la population suisse accepte-t-elle cette aberration? C'est une question que le lecteur de cette nouvelle peut se poser. Et pourtant, la réponse, nous la connaissons déjà aujourd'hui dans le cadre d'un système démocratique où les choix de société sont dictés par des nécessités économiques et réelles ou fantasmées. Le texte ne le précise pas, mais on peut penser aux crises financières et climatiques qui vont peut-être conduire à l'avenir à des systèmes de moins en moins démocratiques. Avec des phrases brèves qui captent l'attention, en alternant l'attente et l'action, l'auteur raconte l'un de ces événements militaires. Elle montre l'absurdité de la guerre, elle met en question la notion d'ennemi. Supposé aller de soi, en temps de guerre, il faut connaître l'autre en face et se dire qu'on n'a pas le choix parce que cet autre veut nous détruire. Mais là, justement, les soldats ne savent pas, et moins que jamais, qui est leur ennemi. Même la première lieutenante l'ignore. Mais elle, ce n'est pas ça qui la gêne, parce qu'elle veut juste gagner, dans tous les sens du terme. Alors ce texte montre aussi l'efficacité de la guerre. Wow. L'efficacité de la guerre, son absurdité et son efficacité. Sauf que ça va déraper. Et je ne peux pas révéler la fin, qui m'a presque arraché une larme.
Je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler ce texte que nous avons trouvé très intéressant et, comme vous pouvez l'imaginer, émouvant. Voilà. Alors... Merci beaucoup. Bravo encore à Nathalie Ray pour Stratégie d'investissement, deuxième prix de cette deuxième édition du Prix de l'Ailleurs 2019. Voilà, le moment arrive, le suspense grimpe, qui est le premier prix de ce Prix de l'Ailleurs, qui est notre Élodie Barras au masculin ou au féminin de cette année. Et pour annoncer justement ce premier prix, je vais demander justement à Élodie Barras de commencer d'abord par nous révéler le titre de la nouvelle qui a remporté le premier prix cette année du Prix de l'Ailleurs. Et ensuite, on aura également une petite lecture par l'un de nos membres du jury. Élodie ? Alors, la nouvelle qui gagne le Prix de l'Ailleurs 2019 est L'appel de la sirène. L'appel de la sirène de Nicolas Haluc. Nicolas Haluc, bravo. Bravo pour le premier prix. Premier prix donc du Prix de l'Ailleurs 2019. Et pour nous permettre encore une fois de rentrer dans ce texte, de nous en imprégner, de l'apprivoiser aussi à l'oreille, Alexandre, je te laisse officier. La sirène a retenti hier matin aux alentours de 9h. La vraie, l'alarme générale. Elle n'a duré que quelques secondes, à peine 2 va-et-vient, et a laissé place à un silence inquiet. Nous sommes à la fin de l'été, loin du mercredi de février, choisi pour tester le système d'alarme. Aussi, le réflexe de tout à chacun était d'allumer la radio. Y avait-il eu une erreur quelque part? Que se passait-il? Nous n'avons pas eu de réponse à nos questions. Les journalistes interloqués se demandaient s'il fallait interrompre leur programme. C'est sans doute un bug, disaient-ils. Mais rien n'est venu, et c'est dans la confusion la plus totale que les programmes ont repris. Pendant la journée, le public n'a guère eu plus d'informations, tout juste une communication maladroite d'un quelconque représentant de l'armée dans un français tout à fait fédéral. La crainte diffuse, qui couvait depuis quelques mois, a pris de l'ampleur. Sur le réseau, les commentaires inquiets ont pullulé, des tentatives d'explication n'ont pas tardé à faire leur apparition. Y avait-il une intention à l'origine du hurlement des sirènes? Quelqu'un aurait-il eu pour but de terroriser la population? Rien de très convaincant, mais l'occasion pour certains de désigner leur coupable préféré. J'ai trouvé à la nuit un parfum d'orage inattendu, un brûlant silence, dans l'attente de la foudre. La circulation m'a paru lointaine et je guettais les sons inhabituels, comme si des obus allaient siffler et s'écraser sur les immeubles. La sirène a repris qu'on ne l'attendait plus, tôt ce matin, aux alentours de 6h. Elle a duré une dizaine de minutes, s'est tue et a repris après une courte pause. Voilà. Merci beaucoup Alexandre, encore une fois. Alors Élodie, pourquoi cette nouvelle-là? Pourquoi l'appel? Qu'est-ce qui t'a séduit? Qu'est-ce qui vous a séduit en tant que jury dans l'appel de la sirène? Alors, ce texte est une nouvelle à laquelle on ne s'attendait pas. Tournant le dos aux batailles rangées de croiseurs galactiques et autres duels de soldats augmentés, auxquels le thème Swiss Wars aurait pu faire penser dans un premier temps, l'auteur a pris le parti d'un texte introspectif. Il nous présente les doutes et les questionnements du narrateur face au retentissement répété de la sirène de l'alarme générale. Pour reprendre les mots de l'auteur, ce texte a un parfum d'orage qui ne vient pas. Il est un brûlant silence dans l'attente de la foudre. Même l'action y prend la forme de l'attente. Seul événement venant perturber la trame, cette sirène qui résonne à plusieurs reprises sans que nous ne sachions pourquoi. La guerre pourrait bien être aux portes de la Suisse, qui restait jusque-là un îlot de calme dans une Europe morcelée par la violence et par le chaos. Sommes-nous attaqués? Peut-être bien. Est-ce que les vagues de pilleurs seraient à nos frontières? Auraient-elles brisé les barrages frontaliers? On ne sait pas vraiment. Alors on attend. On espère une information claire de la part des autorités, ou au mieux, on attend une directive sur le comportement à adopter.
Et pourtant, la guerre, elle est bien là dans ce texte, sous la forme du combat intérieur qui est vécu par le narrateur. Doit-il agir? Doit-il attendre chez lui ou se rendre au travail, comme tous les matins? Le réseau est déjà tombé, alors la réponse ne vient pas. Il en discute vaguement à la pause café avant de se remettre au travail. La radio, les journalistes, les experts, les responsables politiques, eux, ne sont pas plus avancés. Alors l'attente continue, sans perturber plus que cela le planning de sa journée. Avec une plume fluide et concise, l'auteur nous montre comment la routine, confortable et sécurisante, tente toujours de garder la suprématie face aux assauts répétés de la sirène. C'est ainsi que cette nouvelle nous pousse habilement à réfléchir à nous-mêmes, à tirer le parallèle avec nos propres routines et notre propre passivité. Que ferions-nous si les sirènes retentissaient là, maintenant? Et surtout, que faisons-nous actuellement face aux appels que l'on entend déjà? Merci beaucoup. C'est un texte avec une teneur onirique et une teneur un peu alarmiste comme ça. Bravo encore à Nicolas Allouc pour ce premier prix magnifique. Alors, et merci évidemment à Élodie pour ces quelques mots très, très érudits, très pertinents. La cérémonie touche gentiment à sa fin, mais avant ça, alors avant de vous annoncer, évidemment, vous allez pouvoir rencontrer les auteurs, vous allez pouvoir vous faire dédicacer des exemplaires, découvrir aussi cet exemplaire à partir duquel nos lecteurs et nos membres du jury ont pu découvrir ces différents textes et lire ces textes aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais aussi inviter, si possible, pour une photo d'ensemble, tous les auteurs qui ont été sélectionnés, s'il y en a parmi nous qui sont encore ici, pour une photo d'ensemble, puisque évidemment, ce n'est pas parce que vous n'avez pas été retenu comme lauréat que ce ne sera pas le cas l'année prochaine et que votre effort n'est pas tout à fait digne et tout à fait magnifique d'inventivité et de créativité. Est-ce que Barbara Müller est dans la salle? François Marais, Stéphane Ledilic? N'hésitez pas à venir sur scène, on fait une photo tous ensemble avec les lauréats des prix, avec tous les participants des prix de l'Ailleurs. Notre jury, évidemment, qu'on peut applaudir. On peut applaudir très très fort le jury qui a fait un travail merveilleux de création et de commentaires, d'intervention et de sélection, évidemment. Sélection difficile. Alors mettons-nous peut-être tous autour de la table ici. Par ici. Alors est-ce que notre photographe est par là? Oui. Comment tu fais? Présente-les, je sais pas, mets-les en avant. Ouais. Alors levons-nous tous, n'hésitez pas à venir devant aussi avec tout le monde, bien présenter les prix aussi. Pour la photo, c'est une manière aussi évidemment de reconnaître tous les efforts qui ont été, le travail d'équipe qui a été fourni ici. Venez plus près, qu'est-ce que tu penses? Ouais. Présente-les personnellement et puis dis le titre des nouvelles s'il te plaît. Oui. C'est toi, c'est pas le titre peut-être. Merci. Hop, super. Voilà, en deux mots, donc les autres nouvelles du jury, vous pourrez découvrir dans ce texte d'abord la nouvelle de Valérie Courtz, Le nerf de la guerre, la nouvelle de Barbara Müller, qui est l'une des lauréates également de l'année passée, Un puits sans fond, Terre de sang par François Marais, Parasite par Stéphane Ledilic et Un semblant d'espoir ou bien par Claire Boissard. Voilà, voici tous les lauréats de notre prix de l'Ailleurs 2019, on peut les applaudir. Merci infiniment, bravo encore, la sélection est âpre. Maintenant, voici l'objet que vous pourrez découvrir, le recueil que vous pourrez découvrir aux éditions Elis Hélas. Il y a maintenant une séance de dédicace qui est prévue, qui va se tenir au stand de la boutique de la Maison d'Ailleurs. C'est le point info sur votre plan sur le programme. C'est un petit stand qui se trouve en fait dans l'allée principale, puisqu'il y a ici une conférence à présent autour de Assassin's Creed. Voilà. Un immense merci encore une fois à tous nos sponsors, à Quentin Ladetto également pour son intervention de tout à l'heure, à notre jury, à tous les auteurs aussi. Et rendez-vous l'année prochaine pour le prix de l'Ailleurs 2020, dont on peut peut-être déjà révéler le thème. Alexandre Grandjean. Alex, est-ce que tu veux nous dire deux mots du thème de l'année prochaine? Ou pas? Ou est-ce qu'on le garde secret? Mais on va révéler le thème quand même. Ah oui. Oui.
Il y a un slide pour révéler le thème, non? Bon, est-ce que vous voulez savoir le thème de l'année 2020? Très bien. Je ne vais pas vous le dire tout de suite, mais je vais déjà vous laisser un peu cogiter, comme ça vous aurez peut-être des idées pour les textes que vous enverrez au prix de l'Ailleurs pour la prochaine édition. Mais voilà, si on regarde autour de nous, c'est vrai qu'on vit des périodes un peu bouleversées. On vit une période d'incertitude assez croissante, les dérèglements climatiques, les questions migratoires. Beaucoup de choses se passent dans notre société et la science-fiction, l'écriture, ce côté de projection dans l'avenir peut nous permettre justement de dessiner quelques lignes ou justement quelques frontières que nous ne voudrions pas dépasser là-dedans. Donc le thème 2020, et vous pourrez trouver notamment les flyers qui annoncent le thème au point info, sera le monde bouleversé, un thème très large pour élargir justement toute forme de créativité, toute forme de traitement du thème, et on se réjouit infiniment déjà de recevoir vos textes et de vous revoir l'année prochaine pour toutes les discussions qui pourront avoir lieu autour de ce thème essentiel à notre avis. Et je ne sais pas si c'est à moi de vous remercier, mais en tout cas en tant que l'éditeur de ce livre, je vous remercie d'être présente et je vais remettre le micro à Colin. Merci beaucoup. Moi, je remets juste le micro pour un tout petit mot qui sera du coup le mot de la fin. Un mot très bref. J'ai oublié de dire tout à l'heure que les nouvelles étaient bien sûr anonymes, ce qui fait que nous ne connaissions pas les noms des auteurs, hein, jamais, et que nos délibérations ont eu lieu chaque fois à l'Hôtel de la Paix, à Lausanne. Voilà. Merci beaucoup, Jean-François. C'est une précision qui a son importance, c'est vrai. Bien. Alors, on a encore juste peut-être 3 minutes, le temps de faire la transition avec la conférence qui va suivre pour voir un deuxième film réalisé par les étudiants en section de cinéma. Donc, si vous êtes intéressé par la conférence sur Assassin's Creed, restez évidemment par Mathieu Pellet qui est là, qui piaffe dans les coulisses et qui se prépare. Et pour faire la transition avec cette conférence, cette suite d'événements, eh bien, on vous passe le petit film, le deuxième film des étudiants en cinéma. Merci infiniment. Rendez-vous l'année prochaine pour le prix de l'Ailleurs 2020 autour de ce thème, donc le monde bouleversé. Merci beaucoup.